Entre 2017 et 2018, j'ai participé au programme EAPPI, qui est l'accompagnement œcuménique en Israël-Palestine, où j'ai passé 3 mois à Jérusalem-Est, où j'ai fait une mission de témoin de paix. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Christus anesti necrom thanaton patisas ketis antis nimasi zoin charisameno. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Χριστός ανεστίεκ νικρούμ θανάτων πατήσας και της εν της νήμας της ζωήν χαρισάμενο. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience là-bas, voilà, dans les grandes lignes, nous raconter un peu ce que tu as vécu là-bas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le programme EAPPI, c'est un très vieux programme qui date du début des années 2000, qui a été créé après la seconde intifada, suite à l'appel des 13 églises chrétiennes de Palestine, auxquelles différents organismes religieux et non religieux ont répondu. Et c'était un appel de solidarité pour que des personnes du monde entier puissent venir être témoins et témoigner de la solidarité envers le peuple palestinien, dans un travail pour la paix, notamment avec Israël. Donc c'est un programme dont j'ai entendu parler quand j'avais 13 ans, l'année de ma confirmation. La pasteure qui faisait mon catéchisme, Martine Millet, était partie pendant mon catéchisme pendant 3 mois en Palestine en tant que témoin de paix. Et je me rappelle, j'avais 13 ou 14 ans et elle nous avait parlé de ça. Et je m'étais dit, moi quand je serai grande, je le ferai aussi. Et à la fin de ma licence, j'ai voulu prendre une année de césure et je me suis dit, ça va être l'occasion. Et du coup, je suis partie pour 3 mois. Donc, on dit soit témoin de paix, soit accompagnateur œcuménique, soit observateur des droits internationaux. Et c'est une mission où des internationaux sont dans 8 localisations différentes de Palestine, où on fait ce qu'on assure une présence protectrice et dissuasive en territoire occupé. J'ai passé 3 mois à Jérusalem-Est. Donc, Jérusalem-Est, c'est un territoire palestinien annexé par le gouvernement israélien, mais on est en territoire palestinien avec une population majoritairement palestinienne. Et j'avais différentes missions. Toutes les missions répondaient à un appel de la part des populations palestiniennes, chrétiennes ou non, et correspondaient à une infraction aux droits de l'homme. Et à notre tour, on s'engageait à témoigner. Ce qui est d'ailleurs peut-être la partie la plus importante de notre mission, c'était la mission de témoignage, parce qu'on se rend compte quand on se forme sur le sujet et quand on arrive sur place qu'on n'a aucune idée de la réalité sur place. Qu'est-ce que tu as vécu là-bas, du coup, pendant 3 mois avec les Palestiniens? Alors, donc du coup, j'ai passé 3 mois à Jérusalem-Est. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Jérusalem, c'est coupé en 2. Il y a Jérusalem-Ouest, qui est la partie israélienne, et Jérusalem-Est, qui est palestinien, même si c'est un territoire annexé. Territoire annexé, ça veut dire que c'est le gouvernement israélien qui a le contrôle de cette zone. On avait différentes missions.
garantir l'accès au lieu de travail. Donc ça se manifestait par être au checkpoint 3 jours par semaine. Donc les checkpoints, c'est des contrôles de frontières. Donc c'est des frontières là qui sont sur le mur. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sur la vraie frontière. On est à l'intérieur des terres palestiniennes, mais il y a quand même des contrôles où des Palestiniens qui vivent en Cisjordanie et qui travaillent à Jérusalem doivent passer une frontière pour aller à Jérusalem, un contrôle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contrôle du checkpoint est très très long. Donc nous, il fallait qu'on s'y rende à 4h30 du matin et on partait vers 8h. On était toujours en équipe. Il y avait une personne du côté palestinien du mur pour regarder et s'assurer que ça se passe bien à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de conflit, et aussi pour mesurer le temps que ça mettait de traverser. Et il y avait 2 personnes du côté israélien du mur, mais pourtant toujours en territoire palestinien, pour compter le nombre de personnes. Et ça, à quoi ça servait ? C'était pour mesurer si le gouvernement israélien laissait passer un nombre régulier de personnes ou s'il y avait des restrictions, ce qui pouvait être le signe de tension. On y était à la demande des gens. Donc les gens d'ailleurs qui faisaient la traversée du checkpoint venaient nous voir pour nous dire aujourd'hui c'est compliqué, etc. Donc ils comptaient sur nous après pour transmettre la formation. On travaillait avec les gens de l'ONU par exemple, de l'UNICEF également, et on transmettait les informations. C'était particulièrement marquant parce que du coup on était là pour la prière de 5h du matin. Du coup on voyait les gens prier sur des cartons dans un checkpoint. Un checkpoint, pour se le représenter, je pourrais t'envoyer des photos, c'est une cage. C'est littéralement une grande cage où les gens doivent montrer leurs papiers parce qu'il faut des autorisations pour aller à Jérusalem. Enfin, c'est super compliqué, c'est super long. Du coup, ils laissent passer les femmes et les personnes âgées en priorité, mais les hommes mettent beaucoup de temps. Et en fait, s'il faut qu'ils y soient à 4h30 du matin, c'est parce qu'il faut qu'ils aient leur bus à 8h. Même s'ils arrivent très tôt, disons qu'ils arrivent à 4h30 et qu'à 5h30, ils sont de l'autre côté, et qu'ils doivent attendre leur bus jusqu'à 8h, ils sont obligés de faire ça parce que s'ils attendent plus tard, ils n'auront pas leur bus. Et d'ailleurs, dans certains endroits de la Cisjordanie, notamment à Bethléem et à Hébron, il y a des gens qui, au cours de l'attente au checkpoint, abandonnent parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas leur bus et qu'ils ne pourront pas aller travailler. Donc ça, c'était une première mission, c'était 2 soirs par semaine, et on y allait un 3e jour par semaine le vendredi pour tous les gens qui veulent aller prier à Al-Aqsa et au Dôme du Rocher, donc sur l'esplanade des mosquées. Donc là, c'était une surveillance de la garantie d'accès au lieu de culte. Et là, même exercice, mais c'était un peu plus tard. Donc ça, c'était la première mission. Donc pareil, ils doivent repasser les checkpoints pour aller à l'esplanade des mosquées. Ouais, sachant qu'il faut pour... Alors ça, c'est un petit peu compliqué, mais les résidents de Jérusalem, ils ont un statut spécial pour résider à Jérusalem qui peut être révoqué. Et les autres habitants de la Cisjordanie ont besoin d'un permis pour aller à Jérusalem. Et donc là, qui donne le permis du coup ? Le gouvernement israélien. Beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, mais je comprends pas, tu dis que t'es en Palestine, mais moi, quand je suis allée à Jérusalem, j'avais un visa israélien. » C'est vrai, mais c'est parce que c'est le gouvernement israélien qui contrôle toutes les frontières. Et aussi... Ça, on pourra en reparler, mais on oppose souvent Israël-Palestine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Israël est un État reconnu par l'ONU. Le peuple palestinien n'a pas d'État reconnu. Donc, on n'est pas face à 2 entités égales. Et du coup, toutes les frontières sont contrôlées par Israël. Voilà, donc c'est Israël qui contrôle l'accès à Jérusalem aussi. Ensuite, on avait surveillance de l'accès à l'éducation. Beaucoup de mon travail en Palestine se passait dans la vieille ville de Jérusalem, site très très touristique, ce qui est très perturbant parce que c'est très international, il y a plein de monde et on peut penser que c'est un petit peu préservé. En fait, pas du tout. C'est aussi sujet à la colonisation, sujet à la violence. Et notamment, dans la vieille ville de Jérusalem, il y a un lycée. Et là, un de nos rôles, à la demande du proviseur du lycée de la vieille ville de Jérusalem, c'était d'être présent sur le chemin. On n'accompagnait pas les lycéens, c'est des grands garçons, des grandes filles, ça serait infantilisant. Mais le directeur, il nous demandait d'être présent pour éviter que les soldats intimident les jeunes ou n'aillent trop loin. Parce que les intimidations, je les voyais tous les jours où je faisais la surveillance. Donc ça veut dire on a un lycéen qui va à l'école. Un soldat l'appelle, il va lui demander de vider son sac, il va lui faire une palpation au corps. Et ça, pour le coup, j'en ai été témoin. Le jeune fait rien, il marche, il se rend au lycée et un soldat l'arrête. C'est hyper violent comme situation.
et c'est très intimidant et c'est une entrave à l'accès à l'éducation. En fait, notre présence, selon les dires du directeur, faisait que les soldats se permettaient moins de choses. D'où la présence dissuasive et protectrice. Et ensuite, donc on communiquait aussi tout ça on communiquait avec l'UNICEF et tous les jours où on faisait ça, on allait voir le directeur du lycée pour nous dire combien d'adolescents étaient en prison. Pendant mes 3 mois à Jérusalem, tout le long, il y a eu des arrestations. Il n'y a pas eu un moment où aucun élève n'était en détention. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit. Ça fait partie des rites de passage d'un adolescent d'aller en prison, notamment sous le prétexte que l'adolescent a jeté une pierre à un soldat, de temps en temps de l'enceinte du lycée, ce qui n'est physiquement pas possible vu que le lycée est entièrement grillagé. Mais ça n'a pas d'importance parce que le gouvernement israélien autorise la détention de mineurs palestiniens et ils sont, alors ça c'est pas officiel, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe, c'est jugé coupable tant que pas prouvé innocent et détenu en détention administrative en attendant d'être jugé. Donc ça peut être des peines de 2 semaines comme beaucoup, beaucoup plus longues. Donc ça c'était la 2e mission. Du coup, en dépit de votre présence, t'as vu des soldats Moi j'ai vu des contrôles, j'ai pas vu d'arrestation. Ok. Moi, j'ai que vu des contrôles et les arrestations, en général, elles arrivent au domicile de l'adolescent. Okay. Donc, c'est surtout des garçons, même s'il y a ça concerne aussi des filles. Par contre, non, moi, ce dont j'ai été témoin sur le chemin, c'est des contrôles. Ici, on dirait un contrôle au faciès, quoi. Sans raison évidente, valable ou quoi que ce soit. Juste, la personne est intimidée alors qu'elle se rend à l'école. Ensuite, on avait aussi des tours dans la vieille ville et à l'esplanade des mosquées. Et là, c'était un petit peu des tours de veille où EAPPI, c'est un organisme qui est connu et qui est globalement assez apprécié par les Palestiniens et les militants israéliens, on pourra en reparler. Les gens venaient spontanément nous voir pour nous dire un petit peu l'ambiance de la ville, encore une fois, avec la demande qu'on fasse remonter l'information et qu'on en parle. Ce qui était notamment important pour l'esplanade des mosquées, parce que ce qu'il faut savoir pour l'esplanade des mosquées, c'est qu'il y a plus d'une dizaine de portes. Donc l'esplanade des mosquées, c'est là où il y a Al-Aqsa et le Dôme du Rocher, donc 2 mosquées, et c'est l'ancien lieu du temple de Salomon, qui est un lieu donc triplement sacré pour les 3 religions, mais les mosquées sont sur l'esplanade des mosquées et toutes les portes sont réservées à l'usage des musulmans. Il y a seulement une porte où tout le monde, touristes, chrétiens, peu importe, toutes les personnes peuvent venir, avec un contrôle de sécurité très très rigoureux parce que c'est un lieu qui est menacé d'attaques terroristes, notamment de la part de juifs ultra-orthodoxes qui disent qu'ils veulent détruire les mosquées pour reconstruire le temple de Salomon. Donc il y a un contrôle de sécurité très renforcé, ce qui est normal. Sauf que depuis quelques années, il y a des tours qui sont organisés de l'esplanade des mosquées pour les personnes de confession juive, en général ultra-orthodoxes, où ils passent pas les contrôles de sécurité, donc ils rentrent par les portes réservées aux musulmans et ils sont escortés par l'armée israélienne. Ce qui est une provocation assez violente, parce qu'en termes de sécurité, c'est n'importe quoi, et c'est même pas respecter les règles du gouvernement israélien, parce que c'est le gouvernement israélien qui a instauré cette loi qu'il y a une porte pour tout le monde et les autres portes sont réservées aux musulmans. Et du coup, on devait voir à quelle fréquence avaient lieu ces visites. Et du coup, moi, j'y étais entre 2017 et 2018. Il y en avait de plus en plus. Alors là, on n'avait aucun signe distinctif parce que, à part quand on est musulman, on n'a pas le droit d'avoir de signes religieux ostentatoires. Évidemment, ces tours-là, les personnes ont des signes religieux ostentatoires et organisent des prières, etc. Et du coup, les gens, c'était un sujet de discussion. C'est de la provocation de faire ça. Il y a l'armée, sachant que l'esplanade des mosquées est un lieu qui accueille des écoles, par exemple. Donc voilà, ça, c'était une autre de nos missions. Donc voilà, là, l'essentiel pour Jérusalem, la ville. Autre mission importante, c'était avec les Bédouins. Donc les Bédouins, c'est un peu, on disait souvent quand on était là-bas, que c'est les grands oubliés du conflit, comme un peu les peuples nomades partout dans le monde. En général, on les oublie un peu alors qu'ils sont très souvent victimes de conflits. Les Bédouins ne font pas exception. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Bédouins, ils viennent du Negev, donc c'est le désert qui est au sud de ce qu'est Israël aujourd'hui, et qui ont été chassés du Negev en 1948.
Alors beaucoup sont des réfugiés maintenant à travers le monde qui n'ont pas le droit au retour. Et certains se sont installés dans ce qu'on appelle la zone E1, qui est une zone au sud-est de Jérusalem. C'est les terres qui leur ont été attribuées à ce moment-là. Sauf que la zone E1, elle est sous Jérusalem et elle est vraiment, on va dire, pas au milieu, mais c'est ce qui coupe la Cisjordanie en deux. Et c'est une zone qui est sujette à une super forte colonisation, parce que si le gouvernement israélien arrive à coloniser toutes ces terres-là, la Palestine ne sera plus divisée en deux, mais en trois. Et là, les Bédouins, ils font face donc à la colonisation, à du harcèlement hyper violent. Donc nous, notre rôle, c'était de venir les voir une fois par semaine pour éviter le harcèlement et le vol des colons. Parce que donc la zone 1 est entourée de colonies. Alors, on parle beaucoup de colonies en ce moment dans les médias, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le droit de la guerre et dans le droit international, on n'a pas le droit d'installer de civils en zone de conflit ou en territoire occupé. On n'a pas le droit parce que normalement, on n'a pas le droit de tuer des civils dans la guerre. Déjà. Et là, installer des civils dans un territoire occupé, c'est ça une colonie, parce que du coup, ça devient difficile à attaquer, à reprendre, et c'est littéralement du vol de terre. Donc c'est ça une colonie, c'est installer des civils dans une zone où on n'a pas le droit de les installer. Oui, en espérant que l'adversaire en face ne fasse rien parce que c'est des civils. Oui, et puis, oui, en gros. On croise les doigts, on met des civils et, et du coup, on occupe la terre. Et c'est ça, et pour le coup, alors là, ils le font dans la zone 1, mais ils le font partout dans Jérusalem. Donc la zone 1, les colonies, elles sont délimitées géographiquement, ça devient vraiment des quartiers, même des villes. Par contre, ils font aussi ce processus de colonisation, donc installer des civils en territoire occupé à Jérusalem-Est. Parfois, ce qu'ils font, ça j'y ai assisté, j'ai vu, ils vont chasser une famille d'une maison dans un quartier ou d'un appartement dans un immeuble, installer une famille de colons israéliens qui vont bénéficier d'une protection militaire inouïe pour chasser peu à peu les gens du quartier. Et évidemment que la cohabitation se passe mal, et ça participe à la colonisation, et on grignote en fait, on installe un petit spot, et on s'élargit. C'est pour ça que là, beaucoup de gens disent que la solution à 2 États, si elle a jamais été possible, ne l'est plus du tout, parce que maintenant, les territoires palestiniens sont grignotés de toutes parts, c'est du gruyère, avec les colonies qui ne font que s'étendre, et il reste plus rien, et il n'y a aucune homogénéité territoriale. Du coup, c'est quoi la solution pour le territoire ? Si on rêve là 2 minutes. Pour le coup, je parle vraiment en mon nom propre, oui, en tant qu'international, et il faudrait demander aux Palestiniens ce qu'ils veulent. Mais pour moi, ce en quoi je crois, ce qui pour moi serait la meilleure solution, une solution à un État, binational ou même multiethnique, avec égalité stricte de droits pour tous et le droit au retour de tous les Palestiniens qui ont dû fuir le pays, leur terre, depuis 1948. Et qui sont réfugiés. Oui, le statut des réfugiés des Palestiniens, il est très particulier vu qu'ils n'ont pas le droit de retourner sur leur terre, mais qu'ils ont toujours cet espoir. Le droit international fait que de génération en génération, on peut on peut hériter du statut de réfugié de ses parents. Des réfugiés, donc il y en a partout dans le monde, et il y en a à l'intérieur et de la Cisjordanie et de Gaza. Donc à Gaza, il y a une partie très importante de réfugiés, mais dans toute la Cisjordanie, il y a beaucoup de camps de réfugiés, et d'ailleurs là, donc on parle beaucoup de Gaza à raison, mais là en ce moment, que ce soit en Cisjordanie, mais aussi dans les camps de réfugiés, les camps de réfugiés, ce qu'on disait quand on était là-bas, c'est un petit peu les camps d'entraînement de l'armée israélienne. De temps en temps, il y a des raids. On sait pas trop pourquoi. Et ils arrêtent des gens, ils tuent des gens. Et quand on marche dans un camp de réfugiés, on voit des balles de caoutchouc partout, on voit des grenades lacrymogènes partout, des bombes sonores partout. Pour le coup, c'est très très violent. Pour revenir à la zone E1, donc là, c'est une colonisation plus classique, disons. Et du coup, nous, on était là vraiment pour éviter le harcèlement et le vol du bétail. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que avant qu'une colonie soit installée et puisse devenir une colonie, il y a ce qu'on appelle l'instauration d'un outspot. Un outspot, c'est quand une mini-maison va être installée, parfois très très proche d'un camp de bédouins, et on va installer une famille de colons israéliennes. Et ça, la famille, elle est OK pour venir vivre là ? Alors, non seulement elle est OK, mais dans ces pré-colonies, il y a par exemple, nous, on allait dans une communauté qui s'appelle Khan al-Ahmar, dans le hotspot
juste à côté de cette communauté, il y avait un juge de la Cour suprême israélienne. Donc c'est volontaire, ça fait partie d'un projet, quoi. C'est avec l'adhésion d'une partie de la population. Et oui, c'est des personnes qui sont volontaires. Après, dans les colonies, c'est vicieux parce que quand on part vivre dans une colonie israélienne, on bénéficie de plein d'avantages. On a un métier, un bon système d'éducation, on a des avantages et tout. Donc il y a des gens qui font ça par conviction et par volonté de colonisation, et d'autres gens qui font ça par intérêt autre. Mais bon, ça leur convient quand même de vivre en territoire occupé. Et voilà. Et ce que font souvent donc, ces hotspots ou même ces colonies, donc non seulement ils s'installent juste à côté, mais ils vont voler le bétail des communautés bédouines pour se les approprier. C'est horrible de témoigner de ça. Et du coup, c'est pour ça que nous, on était présents, pour éviter qu'il y ait ce vol de bétail et juste pour passer du temps avec eux, parce que c'est vrai que les colons, ils aiment pas trop, enfin en tout cas à l'époque, c'est quand même de plus en plus décomplexé, mais ils aiment pas trop faire ça à la vue de tous, quoi, parce que le récit, c'est pas ça, ce qu'on raconte, c'est les Palestiniens sont tous des terroristes, des voleurs, des criminels. Nous, on fait les choses bien, bah non. Donc quand on est là, ils peuvent pas faire ce qu'ils font, à savoir le vol, le harcèlement. Donc on était là, et là, c'était une demande, et ça faisait partie de nos missions, de venir vraiment une fois par semaine le samedi. Le samedi, c'est le week-end. Là, vraiment, on passait du temps. Et on leur demandait c'était quoi les problèmes de la semaine, et eux ils font face à des problèmes de démolition, des problèmes de vol. Donc ça c'était une mission importante. Et justement je viens de parler de démolition, ça c'était une autre de nos missions. Je suis en train de me rendre compte qu'on en avait plein. L'autre des missions, c'était être témoin des démolitions. Pourquoi témoin ? Vu à quel point on sait peu de la situation, en tout cas en France et dans plein d'autres pays, c'est important de voir et de récolter des infos pour voir ce qui se passe, notamment les démolitions. Pourquoi il y a des démolitions à Jérusalem et dans tout le reste de la Cisjordanie ? C'est qu'il faut savoir que les permis de construire sont délivrés par le gouvernement israélien. Autant dire qu'ils n'en délivrent pas, donc les gens construisent sans permis de construire, du coup on va détruire leur maison. Ça, c'est une des raisons, l'absence de permis. Autre raison, ça va être punition collective. Par exemple, on va accuser une des personnes de la famille d'avoir fait je ne sais quoi, on détruit la maison. Ce qu'il faut savoir, c'est que les punitions collectives sont interdites par le droit international. Et troisième raison, usage politique de l'archéologie. On va dire, vous devez partir parce qu'on va faire des fouilles, ou ils vont faire des fouilles pour que les maisons s'effondrent. Ça, je l'ai vu, j'ai visité des maisons où on voit les murs tout fissurés parce qu'il y a eu un usage politique de l'archéologie. D'ailleurs, si vous allez à Jérusalem ou en Israël et que vous voulez visiter la cité de David, c'est un site archéologique très connu, très touristique. En fait, il y a très peu d'archéologues qui pensent que c'est vraiment la cité de David. C'est vraiment très peu, mais ce projet a permis de forcer le départ de plein de familles palestiniennes et de faire des fouilles qui ont détruit des maisons. Et du coup, nous, là, on était là pour collecter des infos, être présents avec les gens. Et et sachant qu'ils détruisent les maisons, ils détruisent les écoles aussi. Pour absence de permis, pour construire une route. Donc ça, on était témoins de ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les maisons, la destruction est à la charge de la famille. Donc parfois, le gouvernement israélien permet à la famille de détruire elle-même sa propre maison dans un certain délai pour que la famille n'ait pas à payer les frais de démolition. C'est hallucinant, la violence des choses. Et du coup, c'était d'être témoin de tout ça et de pouvoir le raconter. On avait manif. Là, on faisait 2 manifestations le vendredi. On allait d'abord avec Women in Black. Women in Black, ce sont des femmes israéliennes qui luttent contre l'occupation et la colonisation. Ces femmes sont d'un courage inouï parce que si les premières victimes de la situation, il n'y a pas à dire, ce sont les populations civiles palestiniennes. Mais les Israéliens qui sont contre la colonisation et l'occupation font preuve d'un courage extrême parce qu'ils se prennent extrêmement de violence, ils sont aussi menacés de mort, ils sont accusés de traîtrise, ce qui est très très violent. Donc voilà, ils sont aussi vraiment menacés et du coup, nous, c'était notre rôle d'aller aux côtés de Women in Black qui manifestent à Jérusalem-Ouest tous les vendredis contre l'occupation. Et là, on y allait, donc toutes mes missions, j'y allais avec une veste distinctive. La veste distinctive, ça permet de, même si nous on fait un tournant tous les 3 mois, les bénévoles, ça permet d'assurer une présence continue. Et là, cette mission,
on n'avait pas le droit d'y aller avec nos vestes parce que ça aurait été trop dangereux pour nous. Là, je parle même pas de l'époque actuelle, je parle de la période 2017-2018. Oui, on rappelle, on parle Ouais. de 2017-2018. Du coup, ça allait bien, entre gros guillemets, c'était pas une période de tension, quoi. Il faut savoir qu'à ce moment-là, et tout le temps, travailler pour la paix, du côté israélien, c'est super mal vu. On pouvait dire, quand on parle avec des Israéliens et d'un coup ils se rendent compte qu'on travaille pour une ONG, par exemple, c'est « Ah, vous travaillez pour la paix ?» C'est quand même un des Qu'est-ce que seuls... c'est que cette utopie? Mais oui, c'est quand même un des seuls endroits au monde où travailler pour la paix, c'est une insulte, quoi. C'est vraiment, ah, mais tu fais ça, mais... Quelle horreur. Bah ouais, quelle horreur, bah non. Ce qui est très, très surprenant, d'ailleurs, c'est un peu le monde à l'envers, en fait. Mais voilà, et du coup, on allait à cette manifestation sans nos vestes, parce qu'avant, les premiers bénévoles qui ont participé à ça se sont fait agresser. Alors déjà, moi, c'est la seule fois de ma vie où je me suis fait cracher dessus. D'accord. Parce que pour le coup, on me prenait pour une Israélienne qui manifestait avec Women in Black. Donc on se fait cracher dessus Par des Israéliens. par des Israéliens. On se fait insulter. Et ça pendant 1 heure. Vraiment, pendant 1 heure. Vraiment, Et elles sont combien? 10. Elles sont 10. Oh, mais c'est courageux. Enfin non, elles sont plus, mais en tout cas, on va dire qu'elles sont à peu près 10. Et du coup, on devait être 13 à tout casser à notre maximum. Ouais, la manif à 13, quoi. Ouais. Et la haine. Et la contre-manif... Et il y avait, alors oui, donc il y avait Women in Black avec Stop Occupation, Stop Colonization. Et de l'autre côté, il y avait une femme qui se drapait du drapeau israélien, qui avait des guirlandes et qui dansait à la gloire d'Israël. Et alors elle, tout le monde s'arrêtait pour la féliciter, la klaxonner, etc., etc. Donc ça, c'était la première manifestation. Et ensuite, on enchaînait directement avec Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah, c'est un quartier qui a un petit peu fait l'actualité en 2021, parce que c'est pareil, c'est un quartier qui est victime d'un énorme processus de colonisation, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont là depuis l'Empire ottoman, et du coup, on reconnaît pas leurs droits de propriété, du coup, on les chasse. Pareil, on avait une manifestation, et là, c'était avec des Palestiniens. Alors, je précise, s'il n'y avait pas de Palestiniens à la manifestation Women in Black, c'est parce qu'on était à Jérusalem-Ouest, et que ça serait dangereux pour eux d'y être. Mais du coup, en général, les femmes de Women in Black venaient ensuite à la manifestation de Sheikh Jarrah contre la colonisation du quartier. Et là, pareil, on est juste à côté d'un quartier qui s'appelle Yad Vashem, si je me trompe pas, qui est un quartier ultra-orthodoxe. Et là, pareil, on se faisait insulter pendant 1 heure. Et là, ce que j'ai trouvé assez triste, c'est il y a souvent des familles qui y passaient. Et là, les parents qui demandent aux enfants d'insulter et de cracher par terre. Et c'est super violent. Les enfants, ils comprennent pas ce qu'ils font, mais du coup, ils sont éduqués dans ce climat-là. Et là, pareil, c'était déjà créer de la masse, être présent avec les gens. Et voilà. Et du coup, là, il y a plus de monde ou pas un peu à plus, Sheikh Jarrah? ouais. Un peu plus. Après, c'est quand même une manifestation hebdomadaire, donc c'est long. Et en plus, les Palestiniens qui font ça, et même les Israéliens qui font ça, ils s'exposent quand même. Il y avait plus de personnes à Sheikh Jarrah, mais c'était pas énorme. Et la dernière mission, EAPPI, c'est un organisme donc chrétien, mais tout le monde peut participer. Moi, dans mon groupe, il y avait beaucoup d'athées, il y avait des musulmans, des juifs et des chrétiens, donc tout le monde peut participer, mais c'est quand même une organisation chrétienne. Donc on a comme rôle de soutenir la communauté chrétienne palestinienne, qui est en minorité. Du coup, un de mes rôles, c'était d'être présente et d'aller en gros à la messe, et pour écouter aussi un petit peu les revendications des populations chrétiennes. Donc là, c'était aller sur les lieux de culte, et il y avait aussi du social, en fait, de montrer aux gens qu'on est là, qu'on les oublie pas, et communiquer. La part de social était très importante dans la mission. Toi, là, maintenant, face à la situation actuelle, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as l'impression que toute ton expérience, c'est à des années-lumière de toi et que ça s'est 1000 fois empiré? Est-ce que tu peux témoigner de la paix? Comment tu te sens avec cette étiquette-là? Mal. Je me sens super mal. Alors non, cette expérience, même si c'était que 3 mois, et même si c'était en 2018, donc c'était il y a 5 ans maintenant, c'est une expérience qui marque, donc elle est toujours très, très proche de moi. Ça m'a vraiment profondément marquée, ça m'a profondément touchée. Et autant ça a été horrible, vraiment horrible, mais autant ça a été magnifique, parce que là, j'ai parlé de ce qui est dur, mais au cœur de tout ça, il y avait l'humain, donc il y avait aussi de très très beaux moments. Et là, la situation, elle me touche particulièrement parce que pour beaucoup de personnes, ce qui se passe est la conséquence du 7 octobre. Mais non,
En fait, là, ce qui est difficile, c'est de voir cet événement dans tout un contexte et que plein de gens ne voient pas ce contexte ou ne veulent pas voir le contexte, ce qui est extrêmement violent. J'ai regardé une vidéo tout à l'heure, justement, que m'a envoyée une de mes collègues, ma collègue new-yorkaise, une vidéo de Daniel Levy, qui est un analyste politique qui est israélien, qui a été diplomate israélien, et qui dit, oui, pour beaucoup de personnes, le 6 octobre était une belle journée. Pour les Palestiniens, le 6 octobre, c'était une autre journée de colonisation. Et ça résume très bien les choses, je trouve. C'est ce qu'a dit Mona Chollet dans une tribune pour le Monde Diplo, je crois, qui dit oui, pour beaucoup de personnes, les attaques du 7 octobre sont survenues dans un ciel bleu. Non. Et dès qu'on se retrouve à dire ça, on dit vous justifiez la violence. Non, on justifie pas les violences. Tout ce qu'on dit, c'est que la violence du colonisé, elle est provoquée par la violence du colonisateur. Ça n'arrive pas comme ça n'arrive pas de nulle part. Et là, ce qui est assez triste, c'est que moi, j'avais mes missions sur place et ensuite, j'avais la mission de témoigner. Donc, par rapport à ta question, du coup, quel est mon rapport à cette expérience ? C'est que quand on rentre, on témoigne. Du coup, on se rend compte de l'ignorance. On se rend compte aussi que beaucoup de gens ne veulent pas écouter. C'est tellement dur ce qu'on raconte. Donc déjà, très très vite, je me suis mise à filtrer ce que je raconte. Parce que trop c'est trop et ça devient peu audible. Mais parfois, ça prend pas, quoi. Et ce qui est hyper frustrant, où nous... D'un coup, on est parti, on s'est rendu compte de plein de choses et on se rend compte que plein de gens ne veulent pas faire ce trajet-là et ne veulent pas voir cette horreur-là. Et là, on voit les conséquences que ça a de pas avoir voulu voir qu'un peuple souffre depuis 1948, depuis 75 ans. Donc, c'est horrible ce qui s'est passé le 7 octobre, il n'y a pas à dire. Mais si on condamne les violences du 7 octobre, si on condamne les otages du 7 octobre, évidemment qu'il faut les condamner, mais au même titre. Il faut condamner ce qui se passe depuis 75 ans, et c'est pas parce que ça se passe depuis 75 ans et que c'est aujourd'hui banalisé, normalisé, que c'est bien, que c'est normal et que c'est banal, non ? Oui, et qu'il faut s'y habituer. C'est violent depuis 75 ans et on s'y est habitué, et du coup, quand quelque chose comme le 7 octobre arrive, plein de gens tombent des nues. Non, la violence engendre de la violence, et là, on a été tristement témoins de ça. Donc non, est-ce que j'ai été témoin de paix ? J'ai été témoin de la résilience des gens, du courage des gens, d'un peu de solidarité, parce que du coup, moi, j'étais à Jérusalem et j'ai beaucoup aimé mon placement, parce que j'ai vraiment été au contact de militants israéliens, ce qui fait beaucoup de bien de voir que la société israélienne n'est pas homogène et qu'il y a des gens minoritaires qui luttent contre la colonisation, l'occupation. Et ça, c'était super d'avoir accès à ça. Donc j'ai été témoin de très très belles choses. Mais la paix est un horizon, mais un horizon un peu lointain. Surtout si la soi-disant communauté internationale, soit l'Europe et les États-Unis, continuent d'apporter un soutien inconditionnel à Israël. Je ne sais pas comment on va se remettre là de la guerre qui est en train de se passer. On en est à plus de 10 000 civils tués, plus de 5 000 enfants tués. Comment on va se remettre de ça ? Et est-ce que c'est pas ça, le terreau même du terrorisme, qu'ils sont censés combattre ? Donc voilà, la paix est un horizon, mais je sais pas quand. Et du coup, tu parlais des médias. Donc comment est-ce qu'on prend un peu de distance ? Comment est-ce qu'on s'informe ? C'est quoi tes réflexes ? Alors pour moi, un des critères super importants pour bien s'informer sur la question, c'est s'informer auprès des personnes directement concernées. Donc là, par exemple, les personnes que je conseille, c'est des journalistes gazaouis. Les mieux placés pour parler de la situation sont les personnes qui la vivent et qui sont du côté des oppressés, parce que les oppresseurs n'ont aucun intérêt à dire la vérité sur ce qu'ils font. Donc même si après je parlerai de sources israéliennes, mais voilà. Pour moi, là, ce qui est important, c'est de suivre des journalistes, gazaouis et palestiniens. Donc, il y en a un en ce moment dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux à raison. Il s'appelle Motaz et c'est un photojournaliste et il montre vraiment la réalité de ce que c'est. Baï Plestia, qui est aussi une journaliste gazaoui. On vous met dans la barre d'infos, bien sûr. Et voilà, donc eux qui font... J'en conseille que 2 parce que après, ils partagent. Donc après, ça nous permet d'avoir accès à plein d'autres sources. Ensuite, pour avoir des ressources en français, moi, ce que je conseille, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Parce que pour le coup, alors il faut faire attention avec les réseaux sociaux, les prendre toujours avec prudence, etc. et considérer ses sources. Attention avec les réseaux sociaux. Mais il se trouve que là, je trouve que les réseaux sociaux font un meilleur travail que les médias dominants. Donc, je conseille aussi Rima Hassan, qui est la fondatrice de l'Observatoire des réfugiés. C'est une réfugiée palestinienne
Donc, si je me trompe pas, elle a jamais mis les pieds en Palestine, du coup, parce que sa famille a dû fuir en 1948. Elle est née dans un camp de réfugiés en Syrie. Et elle aussi, elle fait un gros travail d'information, de sensibilisation. Et ce qui est super, c'est qu'elle partage aussi des actions à faire, faciles, militantes, pour agir sur la question. Donc, ça, on va dire, c'est les 3 sources palestiniennes que je conseille. 2 personnes sur place et une personne réfugiée ici. Ensuite, sinon, c'est surtout les associations. Donc, pour l'association française que je conseille, c'est Association France-Palestine Solidarité. Pareil, qui fait beaucoup de travail d'information et qui fait beaucoup de travail de mobilisation. Et sinon aussi, des sources israéliennes qui font un travail formidable. Parce que oui, en fait, j'ai oublié une de mes missions. Une des dernières missions des témoins de paix de Jérusalem-Est, c'était de maintenir des liens avec la société civile israélienne qui lutte contre l'occupation. Et on a eu la chance de rencontrer des assos qui font un travail incroyable, notamment l'association B'Tselem, qui est une ONG d'observation des droits de l'homme. Cette asso, elle est tellement menacée de toutes parts que dans le bâtiment où elle est, il n'y a aucun écriteau qui dit que l'association est présente. On doit passer des sas comme dans les banques pour pouvoir accéder au bureau. Ils ont reçu trop de menaces. Et eux, ils font notamment des cartes, ils font des infos sur les crimes de guerre. Enfin, ils font vraiment un travail incroyable. Donc, je conseillerais B'Tselem et Breaking the Silence. Breaking the Silence, c'est une asso qui est intéressante parce que c'est d'anciens soldats israéliens qui dénoncent justement les exactions ou les crimes commis par l'armée et le gouvernement israélien. Parce que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les Israéliens, ils grandissent dans la propagande. On leur dit pas la réalité des territoires occupés. Ils sont élevés avec les Palestiniens sont des terroristes, ils veulent vous tuer. Et du coup, pour beaucoup, le service militaire, quand ils se rendent compte que les gens contre lesquels ils se battent sont juste des civils, des gens lambda, ils vivent un choc très très violent, quoi. Non, c'est pas ce qu'on nous avait dit. Ils font tout un travail, notamment à Hébron, qui est une ville palestinienne, pareil, avec une très forte colonisation, avec de très forts affrontements entre les colons et les Palestiniens. Et du coup, ils informent sur la colonisation en cours, et ils font aussi un très beau travail. Donc voilà, c'est ce que je donnerais comme source pour s'informer. Et ensuite, il est important pour s'informer, il faut aussi se former. Parce que s'informer, c'est pour l'actu, ce qui est super important. Mais comme on l'a dit là, pour la question de l'apartheid et j'aime pas dire conflit israélo-palestinien, parce qu'on n'est pas face à deux nations égales, vu que il y a un peuple et un État d'extrême droite. Donc c'est pas la même chose. Mais du coup, pour la question israélo-palestinienne, c'est quand même important de se former sur les origines de la création de l'État d'Israël, comment ça s'est passé, etc. Pour pas qu'on en arrive à dire des énormités comme c'est le cas dans nos médias, et même pas forcément les médias classiques d'extrême droite comme CNews ou BFM, mais même sur les grandes chaînes France 2, TF1, où les gens non seulement ne contextualisent pas, mais font un 2 poids 2 mesures hallucinant en disant « On demande à tout le monde de condamner les violences du Hamas ». Moi, je veux bien condamner les violences du Hamas, mais si on condamne les violences, c'est les violences qu'on condamne, et du coup, on condamne les violences de tout le monde. Mais ce qu'on voit, c'est que là, ce qui pose problème aux médias et à nos personnalités politiques, c'est pas la violence, c'est qui en fait usage. Et quand le colonisé, d'un coup, fait usage de la force parce qu'on lui impose une situation si terrible qu'il a plus d'autre choix, parce que le choix des Palestiniens pour se libérer, si quelqu'un a la solution pacifique, qu'il la dise. Mais voilà, donc les gens, ils ont quand même un problème avec qui fait usage de la violence, parce que le gouvernement israélien, là, on le soutient totalement dans son usage disproportionné de la force. Donc voilà, s'informer et se former, c'est important. La presse écrite aussi, c'est important. Oui, le Monde Diplo, pour le coup, le Monde Diplo, c'est Yeah. source écrite. Je pense que c'est le seul que je conseille, en tout cas en France. C'est le Monde Diplo, et sinon en presse écrite israélienne, arrête. Ça fait longtemps que tu témoignes, puisque c'était en 2000, enfin t'es revenu en 2018. Comment tu t'expliques la réaction des gens qui ne veulent pas te croire, qui veulent pas t'entendre, ou qui essayent de justement relativiser ce que tu racontes ? Alors je pense que c'est une réaction tristement assez classique d'être face à l'horreur, d'être dans le déni. Donc il y a des gens juste
vu qu'ils se sentent dépossédés face à cette situation, ils veulent pas l'entendre. Bon, ça, je trouve ça triste, mais à la limite, j'ai pas envie de le juger parce que on sait pas comment on réagirait, nous, dans d'autres situations, quoi, donc j'ai pas envie de juger ça. Après, sinon, je pense qu'il faut pas avoir peur des mots, et on est quand même dans une société de plus en plus raciste. Et là, on parle, les Palestiniens, c'est une population arabe, et en plus, on les identifie essentiellement comme des musulmans. Oui, il y a beaucoup de musulmans en Palestine, mais il y a aussi des chrétiens, des athées, et on se soucie moins de ces populations-là que nos gouvernements et nos médias n'ont de cesse d'animaliser et de présenter comme des terroristes. Moi, je me rappelle ma première conférence. Donc, j'étais stressée et j'avais voulu faire les choses bien. J'étais investie de ma mission, j'ai présenté les choses, je suis témoin de paix, voici ce que j'ai fait. La première réaction que j'ai eue, c'est « Non, mais Charlotte, tu nous as dit que t'étais partie pour la paix, mais... en fait, t'es partie pour aider les Palestiniens. » Et là, j'étais hallucinée parce que du coup, j'avais fait donc tout mon exposé avec rappel historique, il y avait les photos, il y avait les cartes, il y avait les données. Pour moi, j'étais intouchable. Et non, et en fait, il y a le fait que, vu que les gens ont tendance à mettre à égalité et la Palestine et Israël, il faut parler autant des deux. Sauf qu'on le répétera jamais assez, il y a un colonisateur, le gouvernement israélien, et un colonisé, le peuple palestinien. Donc sans réparation et sans justice des offenses qui ont été faites au peuple palestinien, il ne peut pas y avoir de paix. Donc ceux qui subissent la colonisation, ce sont en premier lieu les Palestiniens, même si du coup, ça fait d'Israël un lieu très dangereux pour les Juifs du coup et les Israéliens de manière générale. Une fois qu'on aura arrêté la colonisation, on brisera la chaîne de la violence et ça ira mieux pour tout le monde. Mais du coup, ça, il y a des gens qui veulent pas l'entendre. Et aussi, ça c'est le problème notamment de beaucoup de chrétiens, notamment aux États-Unis, mais c'est aussi le cas de plus en plus en France, où pour beaucoup de gens, il faut que Israël devienne un État juif pour que ça devienne un État chrétien et l'évangélisation du monde entier. Et ça, c'est vraiment une raison pour laquelle on veut pas... Attends, je comprends pas. Mais oui, et là... Quoi ? Oui. On veut qu'Israël soit un État juif pour qu'on l'évangélise après. Pour qu'on le convertisse ? Il y a beaucoup de chrétiens, notamment aux États-Unis, mais malheureusement de plus en plus en France, qui soutiennent Israël alors qu'ils sont profondément antisémites. Mais pour eux, c'est une étape nécessaire à l'évangélisation du monde. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler par rapport à la Palestine et Israël, et des deux côtés, ne pas se tromper d'alliés, quoi. Là, quand l'extrême droite se présente comme le défenseur des Juifs, mais non. C'est vraiment non. C'est dangereux d'instrumentaliser la lutte contre l'antisémitisme juste pour pouvoir être ouvertement raciste, quoi. Et ça, dans ces luttes-là, il faut vraiment pas se tromper d'alliés et garder une boussole de justice un peu présente. Voilà. Mais pourquoi des gens ne veulent pas écouter la réalité du peuple palestinien ? Parce que c'est un obstacle, en fait. Ça serait plus facile s'ils étaient pas là, parce que tout irait mieux, en fait. Alors que non, c'est dans l'autre sens qu'il faut prendre le problème. C'est si on arrête de coloniser, là, ça ira mieux. Le mot de la fin. Moi, j'étais donc témoin de paix il y a 5 ans et je suis contente là d'avoir de nouveau l'occasion de témoigner. Même si c'était il y a longtemps, on voit à quel point c'est important d'informer sur la situation. S'il y a quelque chose d'important, c'est ne pas se lasser, ne pas s'habituer à la violence et continuer à en parler et contextualiser. Voilà. Et ça vaut pour plein d'autres sujets. Pour évidemment. tous les sujets. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous met tous les liens en barre d'infos. Merci à toi, Charlotte, d'être venue sur ma chaîne. Merci de m'avoir invitée. D'être venue témoigner. Avec plaisir.